Nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision de Réseau DA, dans l'émission Parlement du Monde, qui se veut un espace d'échange et d'expression libre sur tous les sujets qui intéressent les citoyens du monde et des pays qui composent le monde. Aujourd'hui, le Parlement du Monde s'arrête en RDC, où sévit une crise politique aiguë qui se traduit par la nécessité de faire un choix stratégique difficile entre aller aux élections, aller à un dialogue pour préparer les élections, aller carrément à un soulèvement populaire ou aller encore à une formule beaucoup plus, plus radicale. Et c'est ici l'ambition de la télévision du réseau DA, à savoir permettre à chacun d'enrichir sa propre réflexion en écoutant ceux qui soutiennent des avis différents. Nous recevons aujourd'hui Madame Justine Kasavubu. Je n'ai pas besoin de la présenter, je crois qu'elle est bien connue. Et il y a certainement une présentation qui sera faite encore. Mais voilà, Maman Justine, vous entendez la problématique que nous posons là, et nous voudrions avoir votre avis entre élections, dialogue, soulèvement populaire. Quel est votre point de vue? Mais écoutez, je vous remercie de me recevoir. Bon, écoutez, les élections, oui, c'est vrai que c'est l'enjeu aujourd'hui qui occupe tous les esprits, toute la classe politique. Vous parlez aussi de dialogue, mais je crois quand même que pour les élections, ce sont des échéances qui ont été fixées par la Constitution. Et donc je crois que de toute manière, c'est une étape qui sera vécue et qui sera assumée pleinement par l'ensemble du peuple congolais. Mais maintenant, nous allons aller aux élections dans quelles conditions? Et je crois que c'est là que vraiment tout le problème se pose aujourd'hui. Alors, c'est vrai que nous vivons beaucoup de contradictions, nous vivons beaucoup de polémiques, nous vivons aussi beaucoup de tentatives, notamment de la part du pouvoir en place, d'essayer un peu de changer encore une énième fois les règles du jeu. Mais si je crois bien savoir, le peuple a rendez-vous fin 2016 pour les élections législatives et présidentielles. Bon, mais on nous parle aussi des élections locales, municipales, urbaines, dont certains rejettent le calendrier publié par la CENI et d'autres qui ont fait des propositions, notamment une certaine frange de l'opposition, qui ont fait des propositions pour que ce calendrier soit amendé et qu'on passe directement aux échéances législatives et présidentielles de 2016. Mais je pense aujourd'hui que, avant de parler d'élections, il faudrait peut-être d'abord s'interroger sur l'état de la classe politique aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en bonne condition pour aller aux élections? Est-ce qu'il n'y a pas des amendements ou est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre par rapport à ces échéances? Je pense notamment aux jeux auxquels nous sommes livrés, les nombreuses tentatives du pouvoir en place d'essayer d'obtenir un glissement. Parce que vous posez la question des élections, mais dans le camp de la majorité en place, on pense plutôt glissement. Je crois qu'une fois pour toutes, nous devrons nous mettre d'accord pour que la respectabilité de la Constitution soit un élément acquis au sein de notre pays. Nous mettre d'accord, Madame Justine Kasavubu, nous mettre d'accord, cela voudrait-il dire dialoguer? Non. Nous mettre d'accord? Mais vous savez, le dialogue d'abord s'impose au sein de l'opposition. Un dialogue au niveau de l'opposition. Je crois que l'opposition aujourd'hui est qualifiée pour exiger en son sein d'abord un dialogue.
Je crois que la cohésion nationale, nous ne l'avons pas obtenue de la part du pouvoir en place. C'est l'opposition aujourd'hui qui peut essayer de prétendre à cette concrétisation-là. Et lorsque j'estime que l'opposition doit d'abord exercer un dialogue en son sein, ben c'est tout simplement parce que nous sommes en ordre dispersé, de un. Et de deux, je constate que l'UDPS, pour ne pas la nommer, qui affiche et qui souvent revendique sa préséance sur l'échiquier national, ne se trouve pas en bonne santé aujourd'hui pour être dans le leadership de conduire ou de revendiquer un certain dialogue avec le pouvoir en place, parce que je crois que ce que nous exigeons d'abord d'un parti comme l'UDPS, qui veut être premier leadership dans le cheminement vers un dialogue quelconque, eh bien, c'est que l'UDPS réalise d'abord l'unité en son sein, que l'UDPS réalise d'abord le dialogue en son sein, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un dialogue soit confiné entre 40 représentants, dont 20 seraient de l'opposition dite UDPS, alors que ce parti n'est pas uni. Et donc, de quelle représentativité nationale devrions-nous bénéficier? Alors, je crois aussi que le dialogue au sein de l'opposition, c'est une interpellation générale. Et je crois que nous devons d'abord réaliser un rassemblement. Moi, je parlerai plutôt d'un rassemblement populaire plutôt que d'évoquer ce que vous avez dit tout à l'heure, la révolution. Non, je crois qu'il faut plutôt un rassemblement populaire. Il faudrait que toutes les forces soient d'abord unies, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face quand même à des menaces d'implosion de notre pays. Nous ne devons pas raisonner les échéances que nous évoquons ici en oubliant le contexte international, en oubliant que le Congo est impliqué dans un jeu d'interdépendance absolument évident. Et il faudrait que nous mesurions aussi tous ces paramètres-là pour savoir quel est le rôle que nous pouvons nous assigner et surtout quelle est la responsabilité que nous devons engager dans cette lutte. Mais lorsque vous dites rassemblement du peuple congolais, cela ne peut pas remplacer le soulèvement populaire dont je parlais, parce que le soulèvement populaire dont je parle est défendu, c'est une position de beaucoup d'autres Congolais aujourd'hui qui disent qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sortir du schéma et de la crise dans laquelle nous sommes empêtrés qu'en passant par un grand soulèvement populaire. C'est une position défendue par certains, c'est pourquoi je la cite. Comme d'autres disent aujourd'hui, non, pour sortir de cette crise, allons carrément aux élections, ne perdons pas le temps autre chose. Et d'autres qui disent non, on ne veut pas aller aux élections dans ces conditions, il nous faut absolument dialoguer d'abord avant et poser la base, le fondement de comment nous organisons ces élections ensemble. Voilà, c'est en fait ça, les débats étant dans ce Mais je pense que nous devons d'abord être responsables. Parce qu'un soulèvement populaire, bon, ça veut dire quand même qu'on engage la population à s'exprimer et à s'exprimer franchement. Alors, on a pu quand même observer des dissonances dans l'attitude du leadership de l'opposition, pour autant qu'il y en ait un qui se soit vraiment exprimé au mois de janvier. Vous avez vu que le peuple s'est pris en charge. Et la jeunesse congolaise notamment n'a pas hésité à se lancer dans la rue pour revendiquer la non-révision des dispositions constitutionnelles par rapport aux élections. Mais qu'est-ce que nous avons observé justement? L'UDPS, encore une fois, a affiché deux attitudes tout à fait divergentes, à savoir que dans un premier temps, le mot d'ordre lancé par l'UDPS, c'était de dire à ses militants et à la population de ne pas rempiler, de ne pas manifester, de s'abstenir. Mais lorsque le mouvement a été enclenché et qu'il a été carrément bien compris par tous qu'il s'agissait vraiment d'une prise en main de la part du peuple congolais, l'UDPS a changé de position. Donc, vous voyez qu'au sein de la classe politique, nous ne sommes pas suffisamment responsables pour savoir exactement quelle est la stratégie que nous appliquons, quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour un cahier de charges bien précis. Et je pense que c'est là, tous ceux qui revendiquent des positions ici ou là, ne sont pas toujours qualifiés parce qu'ils n'ont pas une stratégie, ils n'ont pas une vision. Et c'est ça aussi qui pose problème à l'opposition. Est-ce que nous avons une vision commune? Et d'abord, est-ce que finalement nous avons une volonté d'œuvrer ensemble pour que le moment venu, nous puissions éventuellement dégager un seul candidat? Parce qu'aujourd'hui, il faut rassembler les forces. Rassembler les forces, c'est vrai. Bien entendu, c'est tout un engagement
C'est un objectif à poursuivre. Il faut y travailler. Il faut trouver le moyen de pouvoir rassembler les forces. Mais on part un point de départ. Et le point de départ, c'est qu'on a des divisions différentes. Les uns vont dans un sens, les autres dans l'autre, ainsi de suite. Vous avez cité l'UDPS, mais nous citerons aussi les cas de l'opposition locale. Ils ont des positions différentes. Ils ont varié leur position à un moment donné. Au début, ils réclamaient les dialogues, et puis après, ils ne veulent plus du dialogue. Ils posent des préalables. Donc, chacun a un peu sa position. Et si je peux retenir quelque chose de ce que vous dites, c'est que vous préfériez qu'on travaille d'abord à rassembler l'opposition, à constituer, à faire un dialogue d'abord entre oppositions pour arrêter une stratégie commune. Mais je pense que c'est la voie de la sagesse. Oui. Et une sagesse qui a été de toute façon bien comprise déjà il y a quelques mois. Parce que la prétention affichée de la majorité en place lorsqu'il s'agissait d'évoquer les concertations nationales, c'était d'arriver à une cohésion nationale, parce que les conséquences qui avaient été tirées des élections frauduleuses de 2011, c'était qu'il y avait dislocation au sein de la population congolaise et de la classe politique en l'occurrence, et qu'il fallait au contraire maintenant rassembler le peuple pour que nous puissions aller dans l'apaisement vers les échéances à venir. Et donc cette cohésion avait déjà été ressentie comme un élément indispensable pour cimenter la conscience nationale. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons justement de cette conscience nationale, je pense que c'est un élément important, et donc la sagesse, à mon avis, nous oblige à nous rassembler, parce que il faut quand même savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut. C'est un peuple qui a tellement souffert et qui a besoin de se développer, et qui a besoin d'envoyer les enfants à l'école, qui a besoin de soigner aussi la population, qui a besoin des hôpitaux, qui a besoin d'eau potable, qui a besoin d'électricité dans les maisons. Regardez aujourd'hui, à cause de cette turpitude de la classe politique et des échéances qui ne sont jamais respectées, eh bien notre population accuse un retard, mais je dirais même d'une vingtaine d'années. Il y a des zones entières aujourd'hui dans certains quartiers dans notre pays et dans nos villes qui sont privées d'électricité pendant des mois. Et qu'est-ce que nous faisons de ces gens-là? Et qu'est-ce que nous faisons aussi de ces jeunes qui n'arrivent pas à l'école? Et qu'est-ce que nous faisons de nos professeurs qui ne sont jamais recyclés et qui doivent aujourd'hui faire la surenchère dans la corruption pour pouvoir survivre? Donc nous n'avons même plus un tissu éducatif qui soit digne de ce nom. Ce sont des alertes qui, à mon avis, exigent de la part de ceux qui se reconnaissent un peu de responsabilité politique pour que nous puissions vraiment nous rassembler et qu'enfin nous puissions ensemble nous mettre d'accord que c'est d'un même Congo qu'on parle. C'est un même Congo qu'on voudrait prospère, et c'est un même Congo pour lequel nous nous battons. Je crois que ce sont des balises absolument indispensables qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Si je vous ai bien suivi, je pourrais penser que vous dites que vous ne faites pas le choix à ce niveau-ci entre les trois options, mais que vous préfériez que ce choix soit fait ensemble au sein d'un dialogue de l'opposition. Mais bien sûr, la cacophonie n'a pas droit de cité aujourd'hui, parce que nous avons tous un ennemi commun. C'est la menace d'implosion de notre pays. Et au-delà de cette menace, c'est l'agression dont notre pays a été victime depuis maintenant tant d'années, et qui est toujours là comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons liquider tous ces inconvénients, nous devons aujourd'hui juguler toutes ces menaces pour que notre pays retrouve la paix, condition indispensable pour sa prospérité et son développement. Et donc je crois aujourd'hui que nous serions bien inspirés, effectivement, d'œuvrer pour l'unité nationale. Et cette unité nationale ne nécessite pas que nous puissions aujourd'hui développer des polémiques quant à savoir qui sera candidat. Ce n'est pas le moment. Le moment de choisir le candidat interviendra lorsque nous aurons réalisé ce rassemblement que j'appelle de mes voeux, et cette cohésion nationale si indispensable, cette convergence de vues que les hommes politiques, entre les différents courants politiques, parce qu'on parle du même Congo, nous souffrons des mêmes difficultés. Les enfants qui ne vont pas à l'école, toutes nos familles sont touchées par tous ces fléaux. Et donc il n'y a pas 36 solutions. On ne parle pas de 2 ou de 3 ou de 15 Congos différents, on parle d'un seul et même Congo. Alors pour aider justement à la cohésion, je crois que c'est un peu le but de ces émissions, aider à réfléchir ensemble, à nous enrichir mutuellement. Que diriez-vous à ceux qui disent, bon, allons tout de suite, allons d'abord à un dialogue? Un dialogue avec le pouvoir. Oui, mais... Pour pouvoir
revendiquer, poser des préalables à l'organisation des élections. Préciser. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à eux? Non, mais préciser quelle frange de notre classe politique que vous visez, parce que je crois aussi savoir que de plus en plus de partis politiques rejettent justement ce dialogue. Non, qui épinglez-vous? Non, je ne veux pas épingler spécialement quelqu'un. Je dirais, il y a l'UDPS qui veut ce dialogue. Il y a la société, il y a l'Église catholique qui a donné aussi son accord. Il semble que l'Église protestante et même les églises de réveil ont donné aussi leur accord de participer. J'ai vu encore dernièrement, je crois pas plus tard qu'hier, la nouvelle société civile qui a donné aussi son accord. Donc il y a comme ça quelques groupes. J'ai vu aussi la nouvelle classe politique sociale qui a donné aussi son accord. Il y a des petits groupes comme ça, petit à petit, qui vont dans le sens du dialogue. Le principe pour moi, ce n'est pas qui est derrière ce choix, c'est simplement le fait de choisir, de faire le choix du dialogue. On critique le dialogue, on montre les faiblesses du dialogue. Et le fait de choisir les élections, on montre les faiblesses des élections. Et le fait de choisir le soulèvement, on montre les faiblesses du soulèvement. Sans forcément aller analyser qui est derrière. Non, pas ces positions sont là, elles sont réparties et dans la population et dans les milieux de la classe politique et la société. Mais oui, peut-être dans la population, parce que justement, nous avons failli dans un leadership fort, dans un leadership clair, dans un leadership déterminé. Nous avons toujours eu aussi un éclatement de leadership. Aujourd'hui, je constate que certains partis qui veulent le dialogue sont les mêmes partis qui ont boycotté les concertations nationales, alors que celui qui convoque ce dialogue aujourd'hui, c'est toujours le même protagoniste. Et donc, nous avons toujours le pouvoir en place qui a soif de dialogue, mais c'était aussi hier le pouvoir en place qui invitait les gens aux concertations nationales. Mais pourquoi alors avoir refusé d'aller aux concertations nationales si aujourd'hui on doit accepter d'aller dans un dialogue avec le même interlocuteur? Alors, qu'est-ce qu'on fait justement de la vision politique? Qu'est-ce qu'on fait de programme de développement du pays lorsque on doit chaque fois balloter la population entre des positions antagonistes à si brève échéance? Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'incapacité dont nous avons fait preuve. L'incapacité de la classe politique. Mais oui, je dirais, il ne faut pas avoir honte de le dire. Hein. Nous sommes tous concernés. Les turpitudes de la classe politique, notre incapacité à nous mettre ensemble lorsque les conditions sont optimales. Hein. On préfère vaquer à des devoirs qui ne sont pas importants pour le pays, alors que lorsque le peuple a besoin de nous, eh bien, nous sommes incapables d'afficher vraiment un programme. Donc moi, je suis assez inquiète parce que nous n'avons finalement aucune garantie que ce dialogue va déboucher sur des solutions pour notre pays. Que diriez-vous à ceux qui soutiennent néanmoins qu'il faut aller au dialogue avec le pouvoir, comme ils donnent quelques arguments, comme par exemple, bon, c'est l'occasion, c'est les lieux pour pouvoir faire des revendications, poser des préalables pour que les élections soient réellement crédibles et fiables. Ouais, il y en a qui tiennent ce discours-là, qui vont faire ce choix-là. Qu'est-ce que vous leur diriez éventuellement? Mais je m'étonne justement qu'aujourd'hui on puisse valoriser une soif de dialogue alors qu'il y a à peine quelques mois nous étions en concertation nationale et la plupart des partis qui veulent aujourd'hui le dialogue ont boycotté les concertations nationales. Alors où étaient ces partis lorsqu'il y a eu les concertations nationales? N'avaient-ils pas de programme? N'avaient-ils pas de vision? N'avaient-ils pas d'ambition pour le pays? Donc ça voudrait dire que pendant que nous étions dans les concertations nationales, ces partis dormaient alors que le pays était en souffrance. Hein. Donc moi je m'interroge sur notre capacité ou notre incapacité à pouvoir afficher une vision pour le pays, une stratégie pour sortir le pays de l'ornière. Donc alors ça me pousse à considérer que nous n'avons aucune garantie que ce dialogue peut aujourd'hui apporter des résultats. Bon, alors, je sais que par exemple, à l'UDPS, il y a une frange qui veut le dialogue, d'autres partis aussi, mais il y a aussi une autre frange qui refuse le dialogue, ainsi que certains partis aussi. Bon,
Alors, je crois que les hésitations dont nous sommes l'objet aujourd'hui dictent, je crois, qu'il y a une priorité, que nous puissions d'abord opérer un dialogue au sein de l'opposition, toutes tendances confondues. Parce que nous avons une majorité en place qui regroupe un certain nombre de partis, mais en face, il y a une opposition qui n'est pas suffisamment soudée. Alors, nous irions dans un tel dialogue pour obtenir quel résultat? C'est une couverture que tel ou tel parti va simplement tirer à son profit? Ou bien on va au dialogue pour l'intérêt de tous? Donc, je pense qu'il y a des faux fuyants qu'il faut absolument aujourd'hui dénoncer, qu'il faut aujourd'hui absolument identifier, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Pour rester totalement objectif, je laisserai à ceux qui prônent les dialogues justement le soin de répondre à ces différentes questions que vous posez éventuellement. Alors j'enchaînerai plutôt en vous demandant, mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui disent pas besoin d'aller dialoguer avec Kabila, allons tout droit vers les élections, allons simplement aux élections et on tranche le débat avec les élections. Que leur diriez-vous? Mais il y a des arguments qui plaident en faveur de cette attitude, puisque ceux-là avaient fait pression au lendemain des élections frauduleuses, parce que finalement la récente crise, elle émane surtout de la frustration qu'a engendré la dernière élection en 2011. Et donc la pression n'a pas suffi. On a vu en diaspora comment la population congolaise s'est mobilisée pour obtenir qu'on puisse reprendre vraiment en main la considération de la fraude électorale pour arriver à une solution apaisée. Et qu'avons-nous constaté? Le pouvoir en place était totalement sourd à ces revendications. Le pouvoir en place a gouverné par défi. Et donc, c'est la seule réponse qui a été donnée à la population. Donc, moi, je peux très bien comprendre qu'aujourd'hui, il y ait au sein de la population congolaise beaucoup de personnes qui puissent comment dirais-je, évaluer la situation comme n'étant pas favorable à ce qu'on aille à un dialogue. Non, je parle des élections maintenant. Oui, bon, les élections, moi je crois que les élections, nous avons déjà évoqué le sujet au début de notre entretien. Je crois que les échéances sont constitutionnelles. Il faudra aller aux élections, évidemment. Mais est-ce que nous irons aux élections dans cette condition? L'opposition est en loc, hein. Et permettez-moi quand même de vous le dire, nous sommes en loc parce qu'il y a trop de disparités, il y a trop d'intérêts divergents, il n'y a pas encore ce ciment national que moi j'appelle de tous mes voeux, parce que donc vous encourageriez la démarche d'aller vers les élections ou pas? C'est en fait ça ma question. Mais les élections, c'est un impératif de démocratie. Oui. Donc, je crois qu'il n'y a pas de discussion à cet égard. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections évoquent le fait que en 2006, on a fait des élections. En 2011, on a fait des élections. Les élections n'ont pas suffi en réalité. Ce qui a tranché, c'est plutôt la force, hein, du pouvoir en place, du pouvoir organisateur des élections. Il s'est imposé et le vote que nous avions fait nous-mêmes, les Congolais, ça n'a pas eu de valeur vraiment. Alors en ce moment-ci, les gens disent, il y en a qui disent que soutiennent cela. Allons aux élections. Pas question de commencer à parler de dialogue ou quoi que ce soit, allons aux élections. Et ceux qui refusent répondent, comme je dis là, mais nous sommes allés déjà 2 fois, qu'est-ce qui vous dit que maintenant ça sera la bonne? Oui, mais il faut aussi considérer la nouvelle donne. C'est que, ou plutôt une donne naturelle, c'est que Kabila ne peut plus se représenter. Constitutionnellement, il ne peut plus briguer un 3e mandat. Quoique, il est déjà en train d'exercer un 3e mandat, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on oublie trop vite que le régime 1+4, c'était quand même un cadeau en or que le jeu politique lui avait accordé. Donc en fait, il a déjà fait 3 mandats. Et donc, aujourd'hui, si l'on considère que la Constitution a commencé avec les élections de 2006, donc il ne peut plus briguer encore un mandat supplémentaire. Donc ça, c'est une donne supplémentaire qui doit absolument nous repositionner dans le sens où la classe politique devrait au contraire saisir cette nouvelle opportunité pour reconfigurer justement l'ambition nationale d'unité et l'exigence de démocratie, l'exigence d'unité, l'exigence de convergence pour qu'effectivement nous soyons capables de conduire notre pays vers ces échéances-là. Donc nous pouvons penser que, étant arrivé à la fin de son 2e mandat,
M. Kabila ne se présentera pas. On peut lui faire confiance sur ce point? Mais tablons-nous sur ça? Non, non, écoutez, moi je pense qu'il a plutôt démontré qu'on ne peut pas lui faire confiance. Écoutez, nous sommes quand même ici encore en train de pleurer des fosses communes, hein, des morts des fosses communes. Est-ce que nous avons déjà eu un début d'enquête à cet égard? Nous n'en avons pas. Floribert Chebeya est mort, un grand leader des droits de l'homme. Armand Tungulu, Bapua, Franck Ngike et son épouse. Il y a toute une série de compatriotes qui ont perdu la vie et on n'a jamais vu Kabila aller s'incliner ou afficher un souci quelconque lorsque nous avons eu à vivre tous ces drames. Et en fait, il n'a pas assumé son rôle de chef de l'État pour autant qu'il ait eu cette fonction. Et je crois quand même qu'il faut rappeler de temps en temps quelle est la fonction d'un chef de l'État. Un chef de l'État, c'est une personnalité qui doit pouvoir être en phase avec sa population. C'est un homme ou une femme qui doit pouvoir comprendre la misère dans laquelle vit sa population. C'est un homme qui se manifeste lorsqu'il y a des drames humains, lorsqu'il y a des cataclysmes. Mais est-ce que nous avons vu ces attitudes de la part de Joseph Kabila? Nous ne l'avons pas vu. Et personnellement, je suis de ceux qui ont bien voulu tant de fois, par une attitude de modération ces dernières années, croire qu'il était possible que nous puissions arrondir les angles, mais au contraire, nous n'avons eu que du mépris, nous avons eu que de l'indifférence, de l'autosuffisance. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, la Constitution arrive vraiment au secours de nos frustrations collectives pour mettre un terme à cette attitude qui n'a pas été digne d'une fonction de chef de l'État. Alors je crois qu'il y a aussi le mérite qui justifie le positionnement des individus dans la République. Je pense qu'il est grand temps justement que M. Kabila prenne toute la mesure de l'exigence internationale qui lui impose aujourd'hui de prendre congé et de laisser le peuple congolais se prendre en charge. Il peut le faire, il peut agir dans ce sens, mais supposons qu'il n'agisse pas dans ce sens. Comment on fait? Supposons qu'il veuille, qu'il tente de se maintenir au pouvoir ou qu'il tente de frauder en mettant des gens à lui, à sa place. On connaît les jeux, ça s'est passé sous d'autres cieux. Bon, s'il est dans cette logique-là, que ferions-nous? Est-ce qu'après les élections, si on lui fait confiance, si on pense qu'il peut agir comme ça, on va aux élections et il nous surprend? Que ferions-nous? Il ne nous surprendra plus. Je pense que c'est lui qui sera surpris. Plutôt de comprendre que cette fois-ci, la communauté internationale a pris une décision et elle ne reviendra pas là-dessus. Pourquoi? Parce que la communauté internationale dans laquelle nous sommes impliqués en tant que pays, mais aussi en tant que nation ici, au cœur de l'Afrique, eh bien, c'est une communauté internationale qui a un gros souci aujourd'hui à résoudre, une équation terrible à résoudre, c'est la lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme frappe le continent africain aujourd'hui. Et je crois que cette priorité sécuritaire, qui est vraiment aujourd'hui, vraiment au chevet de toutes les démocraties dans le monde, les démocraties dignes de ce nom, eh bien, tous ces pays cherchent aujourd'hui à résoudre cette équation. Et la communauté internationale ne se permettra pas le luxe que, après ce qu'on a vu comme drame justement à cause du terrorisme dans des pays si proches de nous, comme le Kenya, comme la Somalie, et ainsi de suite, que le terrorisme puisse aussi s'installer durablement en Afrique centrale. Donc la première menace aujourd'hui contre laquelle nous devons, nous tous, vraiment nous battre, c'est de résoudre l'équation sécuritaire. Et cette équation sécuritaire, Kabila n'a pas été en mesure de le résoudre. Parce que regardez quand même les drames qui continuent à perdurer dans notre pays. Les mutilations des femmes, les massacres massifs de nos populations. Tout cela se poursuit pendant que lui, il veut inviter au dialogue. Mais comment est-ce qu'il a pu faire lorsque nous avons pleuré tous nos morts? Aujourd'hui, on parle de combien? D'environ 10 millions de morts. Et quelle est la solution qu'on apporte à toutes ces familles? Quelle est la solution qu'on apporte à l'agression du Rwanda? J'aimerais quand même ici qu'on puisse évoquer aussi le fait que, jusqu'aujourd'hui, nous nous posons la question, chef d'État qu'il a été, est-ce que Kabila a pu nous donner l'explication pourquoi la plainte que Mzee, Laurent Désiré Kabila, avait déposée au sein des cours internationaux contre l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, pourquoi avait-il retiré cette plainte-là?
Bon, j'espère qu'il aura... il entendra la question et nous espérons que ses partenaires pourront nous fournir des réponses. Parce que si je vous suis bien, vous croyez en la société, en la communauté internationale, et vous croyez qu'elle pourrait jouer un rôle favorable pour les Congolais en bousculant réellement M. Kabila, partant peut-être de cet argument objectif de lutte contre l'insécurité. Vous croyez, vous faites confiance à la communauté internationale? Et je crois que vous posez mal le problème. Vous posez mal la question. Moi, je crois que Kabila est le produit, justement, de la réflexion de cette communauté internationale. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas eu d'élection en 2001. Et comme ça, les choses se sont orchestrées après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Et on a vu comment la communauté internationale s'est impliquée pour le choix de la personne de Kabila. Et aujourd'hui, si parmi nous, une grande majorité déplore encore le fait que Jean-Pierre Mbemba soit à la CPI, c'est tout simplement parce que la communauté internationale voulait dégager un boulevard pour laisser libre cours à Joseph Kabila. Et donc, c'est pour cela que moi je dis, la communauté internationale est une partie de l'équation congolaise, qu'on le veuille ou non. Et donc, à nous d'être suffisamment sages pour que nous puissions intégrer cette donne, mais on ne va pas intégrer cette donne en étant irresponsable, en étant inconscient. Donc, notre population a des aspirations légitimes et je pense que c'est à nous de développer le talent politique pour que la communauté internationale puisse aussi entendre la voix du peuple congolais. Et là, nous avons aussi eu notre part de déficit ces dernières années. Et je vous ferai aussi remarquer qu'aujourd'hui, le rôle de la MONUSCO dans notre pays est prédominant. Mais aussi prédominant parce qu'il y a eu déficit dans le leadership national. Il y a des décisions que la MONUSCO a prises tout simplement parce qu'il n'y avait pas de réplique au niveau de notre leadership national. Donc je crois qu'aujourd'hui, il serait fastidieux de dresser un catalogue de lacunes ici ou là, mais tenons compte de ces déficits, tenons compte de ces difficultés, tenons compte vraiment de tous ces écueils pour que nous, comme classe politique congolaise, à la faveur de cette constitution qui nous donne aujourd'hui une nouvelle donne, c'est-à-dire une redistribution des cartes, une redistribution des rôles pour que nous sachions où est-ce que nous voulons conduire notre pays en sachant bien que nous avons encore beaucoup de difficultés à surmonter, notamment cette agression à l'est de la République et qui n'est pas encore terminée. Parce qu'il faut quand même aujourd'hui souligner le fait qu'il s'est agi d'une politique de dépeuplement. Un génocide aussi qui ne dit pas son nom. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit au contraire retrouver des dirigeants politiques qui sont vraiment à la hauteur des attentes de cette population. Si j'ai bien compris, Madame Justine Poyo-Kasavubu, le dialogue a des faiblesses, ce ne serait pas l'idéal, les élections ne nous garantissent pratiquement rien. Pouvez-vous dire un mot sur les soulèvements populaires, parce qu'il y en a qui soutiennent cette version-là? Mais de toute manière, vous savez qu'un peuple qui arrive à maturité et qui se prend en charge, c'est un peuple qui n'a parfois pas besoin toujours d'un mot d'ordre. Vous avez pu voir, les expériences sont multiples dans d'autres pays. Vous savez, il arrive un moment où le vase est plein et à ce moment-là, on peut tout faire. Mais un peuple qui en a marre n'attend pas un leader pour lui dire réveille-toi, lève-toi et défends-toi. Non, je pense que nous pouvons faire confiance au peuple congolais. Chaque jour qui passe, nous avons des indices qui nous permettent de considérer que ce peuple a mûri et que ce peuple analyse très très bien la situation et que ce peuple a compris surtout énormément le sens des enjeux qui pèsent sur notre pays. Et je crois que le soulèvement populaire viendra certainement parce que le peuple aujourd'hui a atteint vraiment des limites de l'insoutenable, des limites vraiment du supportable et bien malin serait celui qui s'entêterait devant un peuple qui se lève. Et je crois que c'est M. Tshisekedi lui-même qui disait il y a quelques années que le peuple, c'est souvent une bombe à retardement. Et pouvez-vous me dire si on peut résister à une bombe, quelle qu'elle soit? Voilà, le peuple est une bombe à retardement. Cela nous donne un peu, comment on peut dire,
Cela nous permet de penser que la force principale, la force qui va trancher, qui va nous permettre de sortir de cette crise dans laquelle nous sommes, c'est principalement le peuple congolais lui-même. Ben voilà, nous terminons par là notre échange. Nous aurons l'occasion encore, madame, de pouvoir revenir sur d'autres problèmes. Mais je pense que nos téléspectateurs, les téléspectateurs du Parlement du Monde, vous ont suivi. Ils ont écouté tous les arguments que vous avez pu avancer. Et cela permettra à chacun d'entre nous de pouvoir enrichir un peu sa propre réflexion. Je vous remercie encore beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, merci bien.